On en vient à cet autre sujet, Mohamed Ali. État de liberté en Guinée. Amnesty International donc livre un rapport, il faut le rappeler. Une tradition donc où l'organisation dresse un tableau inspiré des faits rapportés et vérifiés donc par des relais locaux. On essaie d'en parler ce matin, mesdames et messieurs, avec Abdoul Aziz Diallo. Vous le voyez à l'écran, il est le président de Amnesty Guinée et il est avec nous ce matin. Monsieur Diallo, bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Merci, bonjour à tout le monde. Voilà. On a dit, allez-y Mohamed. Bienvenue encore une fois. On s'intéresse justement au rapport que vous avez rendu la semaine dernière sur la situation des droits de l'homme en Guinée notamment. J'ai envie de dire depuis 2021 jusqu'en 2024, est-ce qu'il y a eu une amélioration ou détérioration des droits de l'homme en Guinée? Bon, je pense qu'il faut mettre le rapport d'abord dans son contexte. Il couvre 155 pays. C'est l'une des plus grandes activités d'Amnesty International de façon globale. Chaque année, on fait l'état des lieux des droits humains à travers le monde. Maintenant, pour ce qui concerne la Guinée, si vous avez parcouru un peu, vous avez vu que ça touche presque à tous les secteurs, et la liberté d'expression, de manifestation, les homicides et notamment le droit à un environnement sain aussi. Donc ça dénote ici la régression de la situation des droits humains en République de Guinée depuis un certain moment, pas seulement en 2022 ou 2023, bien avant, puisque c'est les mêmes questions qui reviennent pratiquement chaque année. Et même en ce moment-là, l'année prochaine d'ailleurs, la Guinée doit passer pour son 3e examen périodique universel avec beaucoup de recommandations. Donc la plupart des recommandations sont prises en compte dans le rapport qui aborde la question de la Guinée. Donc depuis presque 5 ou 10 ans, les droits humains n'ont pas aussi régressé comme on l'a vu ces derniers temps en République de Guinée, parce qu'il y a des régimes qui sont beaucoup plus durs qui sont passés, mais la liberté d'expression quand même est toujours restée à son état. Donc aujourd'hui, personne ne peut s'exprimer librement parce que les médias les plus écoutés qui transmettent l'information ne peuvent pas transmettre normalement, et ça pose un problème global. Et pour nous, acteurs des droits de l'homme, et même ça impacte aussi sur la situation économique du pays, parce que il y a beaucoup d'activités qui gravitent autour de la connexion ou de la communication qui sont ralenties en ce moment. Alors, conséquences directes, parce que c'est bien beau de dénoncer, mais au niveau de cette communauté internationale, moi, je trouve un petit peu la lâcheté, parce que quand on voit aujourd'hui comment la junte guinéenne est, accompagnée par cette communauté internationale, notamment la France, entre autres, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Conséquences directes, qu'est-ce qu'on peut s'attendre au-delà de dénoncer ou de faire le constat? Bon, la publication du rapport, c'est la première phase. Ce qui va suivre, c'est les plaidoyers auprès de ces représentations diplomatiques, notamment pour la prise en compte d'un certain nombre de faits qui sont posés dans le rapport. Parce qu'on l'a fait dans le temps. Amnesty est allé jusqu'à Bruxelles à demander à ce que l'Union européenne arrête un certain nombre d'appuis au ministère de la Sécurité, puisque ça servait en fait à réprimer des manifestants, à mettre des citoyens sur écoute, ainsi de suite. Donc pour la suite aussi, c'est de voir quelle est enfin le manœuvre que nous avons, c'est de faire le plaidoyer. Et ce qui va être fait auprès de ces représentations diplomatiques pour leur demander non seulement pour le prochain passage de la Guinée, et les pays qui sont en République de Guinée, d'essayer de discuter avec la junte pour non seulement le respect des engagements, mais aussi le respect des principes que eux-mêmes ils ont fixés, parce que si vous prenez le rapport, tous les faits qui sont là sont des faits qui sont prévus par leur charte, qu'ils ont en toute liberté imposé au peuple de Guinée. Donc la moindre des choses, c'est de respecter le contenu en fait de cette charte. Et quand vous prenez la charte en elle-même, le titre le plus long, c'est le titre qui est consacré aux droits et aux libertés des citoyens. Et je pense que c'est le titre qui souffre beaucoup plus depuis l'arrivée en fait, depuis en fait sa mise ou sa promulgation, ou en tout cas sa mise en œuvre en fait. Abdoul Aziz Diallo, il faut le rappeler, il est le président d'Amnesty Guinée. Allez-y Mohamed Mara.
Alors, lorsqu'on regarde notre environnement, je dirais même à l'environnement international aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous, autres ONG ou organisations de défense des droits humains, vous êtes de moins en moins écoutés? Parce que la situation des droits humains, moi j'ai l'impression en observant qu'elle se dégrade, et pas que dans des pays dirigés par des potentats, un peu comme en Afrique, mais presque sur le plan planétaire. On a l'impression que la question des droits humains est en régression. On est loin de l'espoir suscité par la naissance de l'ONU en 1945 aujourd'hui. Quel que soit le pays, vous avez l'impression qu'il y a une chape de plomb sur les libertés, notamment la liberté d'expression. De plus en plus, la liberté d'expression, on invente beaucoup de moyens pour embrigader la liberté d'expression. En Guinée, vous parliez tout à l'heure de brouillage des ondes, hein, d'accord, le fait de décrocher des télévisions, des bouquets. Mais on n'en parle pas. Il y a ce fameux système, le Sysgaz, qui est avec l'ARPT, pour contrôler les spectres de télécommunications. Mais ils utilisent cela au lieu de se faire de l'argent, mais c'est pour contrôler davantage la communication dans le pays. Mais c'est presque ce à quoi on assiste un peu partout dans le monde. Est-ce que dans un tel contexte, vous continuez, vous avez encore espoir que vous serez entendu? Parce que Lamine l'a rappelé, ces grandes puissances commercent avec nos jeunes, hein. Ils font du business avec ces jeunes. Vous savez, il y a un principe de droit international qui a été dicté par un président français qui dit que les États n'ont pas d'amis, il n'y a que des intérêts qui lient les États. Il y a le fait d'être écouté, ça on est écouté, et il y a le fait qu'on accepte ce qu'on pose comme principe. Je pense que les rapports qu'Amnesty International et beaucoup d'autres organisations publient déjà tombent dans les bonnes oreilles, mais la mise en œuvre pose problème. Maintenant, pour revenir à la question qui dit que est-ce qu'on a espoir? Oui, on a espoir parce qu'il y a des campagnes qu'Amnesty a conduites pendant près de 20 ans et qui ont abouti finalement à des bonnes résolutions. Le rôle de la société civile, c'est d'attirer l'attention des dirigeants sur des faits qu'ils savent de fois, ou de fois ils n'ont pas la bonne information sur cela. Parce que je me souviens le rapport qui était sorti au temps de Damantan comme ministre de la Sécurité. Je me souviens très bien. Ils ont payé une organisation pour faire le rapport d'Amnesty International, où on nomme des gens, on met même leur numéro de téléphone sur la place publique pour dire bon, c'est des gens de l'opposition ou autre. Mais à ma connaissance, il n'y a aucune loi en Guinée qui interdit à quelqu'un de militer pour un parti politique. Mais pour autant, la constitution d'alors d'ailleurs imposait aux citoyens guinéens l'élection, parce que l'élection en Guinée c'était pas un droit, c'était un devoir. Mais pour aller voter, il faut choisir un camp, pour être neutre. Donc je pense qu'aujourd'hui le travail que ces organisations de la société civile, même si les États ne le reconnaissent pas, mais ça sert de base pour beaucoup de résolutions et pour les Nations Unies et pour les États, parce que ça permet de définir un certain nombre de politiques en matière de droits humains. Oui, mais ces mêmes Nations Unies, que le général de Gaulle appelait peut-être à juste titre le machin, qu'on tarde encore à recomposer, à reformer, j'ai envie de dire. Mais ces mêmes Nations Unies qui se contentent désormais juste de déclarations, même pas parfois de déclarations, de communiquer lorsque il y a des changements anticonstitutionnels de gouvernement dans nos États. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut véritablement, intelligemment s'appuyer sur ces Nations Unies-là pour espérer créer une dynamique de changement dans nos pays? La Guinée n'est pas seule aujourd'hui. Vous avez le Mali à côté. Vous avez le Burkina qui, ce matin, a interdit tout média étranger dans le pays, tout simplement, purement et simplement. Voilà. Et puis, vous avez, et même dans certains pays dirigés même par des pouvoirs élus, vous avez des reculs graves quand même sur la question de la liberté d'expression que vous dénonciez tantôt. Dans ce contexte, à nous, chez nous, à quoi peut-on s'attendre en Guinée aujourd'hui? Parce que nous, autres médias, on a l'impression, je l'ai dit à la représentante du NDI la dernière fois, les yeux dans les yeux, j'ai dit, on a l'impression que vous nous abandonnez et que désormais seuls les intérêts de vos nations comptent. Est-ce qu'on doit compter sur vos rapports ou bien compter sur une dynamique interne qui doit nécessairement naître, grandir et qu'on doit mettre en face de nos décideurs?
Bon, je pense que la dernière alternative serait la mieux. Une dynamique qu'on peut mettre ensemble pour travailler main dans la main, parce que nos rapports, nous estimons que ça sert à quelque chose, parce que si on prend par exemple l'espace espace FM, puisqu'on est là déjà, si le fait qu'on vous a brouillé et que vous restez les bras croisés, je pense que l'émission là n'aura pas lieu aujourd'hui, mais vous vous dites que vous avez fait un bon travail depuis plus de 15 ans, mais c'est pas un simple brouillage qui va vous empêcher de continuer à faire ce travail. Vous utilisez d'autres moyens, notamment les réseaux sociaux, pour vous faire écouter par des millions de personnes et autres. Donc nous aussi, c'est le même espoir qui nous permet de faire ce que nous faisons quotidiennement, aller vers les écoles pour commencer à construire des bons citoyens, dans les droits humains déjà dans l'habitude des plus jeunes, mais aussi attirer l'attention de l'État aussi à travers nos différents rapports et les communiqués que nous publions à travers vos médias ou à travers les réseaux sociaux. Même si ça ne se dit pas publiquement, mais ça a de l'impact, nous pensons, parce que il y a des appels de fois de certains départements pour éclaircir un certain nombre de points. Ça veut dire que c'est l'information, il est passé. La mise en œuvre, maintenant, ça c'est le travail de tout un chacun. Bien. Vous êtes des défenseurs des droits humains au même titre que nous, même si on n'utilise pas les moyens. Voilà, dernière question. Alors, peut-être on va enchaîner. C'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui vos méthodes, la méthode par laquelle vous recueillez les informations ne peut pas être mise en cause, parce que vous faites bien de rappeler l'épisode d'Amantan qui, à l'époque, avec le gouvernement, avait essayé de démontrer effectivement que ce que vous faites n'a aucun crédit en réalité, que vous prenez position dans les pays premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'on peut savoir quels sont les événements en Guinée, ou plutôt, je vais parler, puisqu'on parle de droits de l'homme, on parle de justice, quel est le département qui a le plus fait régresser la Guinée en matière de droits de l'homme? Est-ce la justice? Est-ce l'armée? Est-ce les journalistes? Ou voilà, la sécurité, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la question. Ouais. Oui, en fait, pour la première question, en fait, Amnesty, c'est une organisation impartiale d'abord. Donc à chaque fois qu'un rapport est publié, des courriers sont envoyés à tous les départements ministériels. Ils ont le droit d'apporter en fait des réponses ou d'éclaircir des points. La seule fois d'ailleurs où on a eu une discussion, c'est avec l'actuel ministre de la Sécurité. Quand on l'a adressé le questionnaire, le rapport, il nous a invités pour discuter d'un certain nombre de points. Il y a même un autre rapport qui doit sortir bientôt, je crois en début du mois prochain, sur la Guinée, où on a adressé encore des questionnaires à tous les départements ministériels. Le problème est qu'ils ne lisent pas les courriers, ou même s'ils le lisent, dès qu'on parle de droits humains, ils sont sur la défensive en fait. Parce que normalement, quand vous recevez un rapport, vous avez le droit de dire, bon, on est d'accord avec tel point, on n'est pas d'accord. Mais si les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez apporter des preuves avant que le rapport ne soit publié. Ça coûte moins à l'État que de payer des organisations parallèles pour critiquer d'autres rapports. Mais c'est bien de savoir le mécanisme, comment ça fonctionne, hein, parce que vous le faites bien d'ailleurs ce matin. Merci beaucoup. Dernière question. Ton micro n'est pas ouvert, mon cher. Quel est le département qui a fait en fait, ça serait difficile de poser ce diagnostic, mais nous pensons que le plus gros problème de la Guinée, c'est l'impunité en fait. Parce que si on règle la question de l'impunité... La justice, vous voulez dire? Oui, il y a la justice, il y a beaucoup de départements aussi qui rentrent en jeu en fait. Mais je pense quand même que si on arrivait ne serait-ce qu'à régler à 80 ou 90% l'impunité, ça va nous aider ça va constituer une grande ouverture de façon globale en fait. Bien. Abdoulaziz Diallo, merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin. Je vous rappelle, vous êtes le président donc de Amnesty Guinée. Il était notre invité dans le GG. Dans un instant, on s'intéresse au mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour avec notre Miss Eben évidemment avec nous dans ce studio. Je vois déjà les regards, ça part dans tous les sens. Je ne les calcule même pas. C'est mieux comme ça d'ailleurs, voilà. Parce que lui c'est le hibou des chroniqueurs, rien à faire. Allez-y, suivez mon regard les gars. Voilà, c'est à droite. Voilà. Alors, on va aller sur les sondages, sur les réseaux sociaux. La question était de savoir qui était le mur du jour d'aujourd'hui. Tamba a eu 36%, Jacques Lewa 10%. Djibami
Emily Mono 26%, Ruby 26% également, pareil que pour Djiba. La même question sur Facebook, je crois bien. Mohamed Mara a eu 63,6%, Mohamed Ali 36,4%. La même question sur YouTube, Mohamed Mara a eu 28%, 23% pour Tamba, et puis Mohamed Ali a eu 18%. Donc ce sont les deux murs du jour. Ouais. Mohamed Mara et Mohamed Ali. Voilà. Donc les deux murs du jour. Pas de commentaires, les gars, il faut être démocrate, hein, c'est très important. C'est Mohamed Mara et Mohamed Ali. Il faut être démocratique. Non, mais voilà. Ce sont ces résultats. Moi, je suis pas sorti de temps. Finalement, mais si. C'est la démocratie. Sur les deux plateformes, tu as 36%. Sur les deux plateformes, tu as 36%, 36,4%, et sur YouTube, tu as Mohamed Ali, donc 18%. Est-ce que je suis donc tu viens juste après Mara. Mais finalement, Lamine, je pense qu'il faut respecter ces résultats. Oui, parce que toi, tu vas construire un tower. Finalement, tu vas construire le Mara Tower. Il faut non seulement accepter, mais expliquer parfois de temps en temps. Parce que moi, la dernière fois, j'ai échangé avec un auditeur. Je crois que parfois, certains n'ont pas compris aussi le concept. Exact. Le mur du jour, il faut prendre parfois le temps de leur expliquer que c'est le chroniqueur qui, dis donc, le plus impertinent. Voilà, c'est loupé, a fait fausse route. Voilà, mais certains parfois. Aujourd'hui, on dit que c'est toi. Bien. Allez, je suis d'accord. Merci beaucoup. Il faut cette année, maintenant, je vais entendre ton avis là-dessus. Hein. Une nouvelle directrice à la RTG, une deuxième femme en plus de 40 ans. C'est quand même salutaire quelque part cette année. Mais effectivement, tu me connais, Lamine, je suis une personne qui défend beaucoup les droits des femmes. Je pense qu'on ne met pas souvent les femmes en avant et que là, c'est une belle occasion. Je pense qu'ils n'ont pas loupé l'occasion de mettre une femme sur le devant de la scène. Qu'une femme soit à la tête de la RTG, c'est salutaire, nous saluons. Mais à mon avis, elle n'est pas nommée pour ça. Nous espérons surtout elle a fait ses classes. Elle n'est pas nommée parce qu'elle est une femme. Mais oui, c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle est nommée. Non mais je suis d'accord. Je ne sais pas si tu m'écoutes souvent. Moi je le dis souvent. Je le dis souvent. Je le dis tout le temps. Moi je ne sais pas parce que oui, elle n'est pas nommée parce qu'elle est une femme, mais elle a du mérite. Et moi je le dis tout le temps. Là on est d'accord. Et moi je dis tout le temps. Non oui, les femmes qui ont du mérite méritent d'être à cette place-là. Moi je dis, on dit la même chose. Mais donc je me dis parce que elle a le mérite d'être à ce poste. Oui, elle a le mérite parce qu'elle a le mérite. Et justement, les femmes qui ont du mérite, qui ont du parcours, je pense qu'il faut les mettre en avant. Et c'est ce que nous avons fait. Mais on l'a fait avec Makeme. C'est ce qui vient de se passer avec Makeme. C'est aussi simple que ça. Celle-là, oui. On arrête. Bien sûr, qu'on arrête. Mais elle ne m'a pas cru. J'ai commencé avec toi le 8 mars. Je comprends ton jeu, c'est bon, je m'en vais. Je comprends ton jeu. Bien, Sané la rebelle. Makeme à la RTG, c'est la deuxième. Makeme à la RTG, c'est la deuxième. Elle a du mordant. Hein? Mais bien sûr, évidemment. C'est un vrai test. T'as tout compris. Hein? Oui. Tu vas venir dans le before. T'as tout compris. Vas-y, mon gars. Makeme à la RTG, c'est très important. C'est la deuxième femme, c'est important. Mais aucun mérite ne revient au gouvernement. Moi, j'ai envie de voir, pour que le gouvernement puisse prévaloir on fait la promotion des femmes, j'ai envie de voir une deuxième femme au ministère des Finances, parce que c'est jamais arrivé depuis, à part Malado, il n'y a eu personne. Je n'ai jamais vu une femme au ministère de la Défense. À la primature, peut-être. Non, mais même pas la primature, c'est trop gros la primature, parce que là-bas, on dit une femme ne nous commande pas. Mais il n'y a pas eu de femme au ministère des Finances à part Malado. Il n'y a jamais eu de femme au ministère de la Défense, jamais de femme au ministère de la Sécurité. Tu sais où on s'est loupé? À l'administration du territoire. Ça, c'est les postes. Non, les alliances. C'est quand on s'est loupé. On n'a pas essayé des femmes. On a cherché des femmes pour les mettre là-bas. Mamakani. Parce que l'occasion, Mamakani était une très belle occasion pour M. Alpha Condé, justement, de régler beaucoup de situations. Vous l'avez vu ici. Premier ministre je te rappelle, il y a 2 ans, face à Kassori, vous vous souvenez bien. Moi, je pense qu'elle profil, c'est propre pour le poste de Premier ministre, et parce qu'elle va mettre les pays sur le rail. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, mais il y en a qui ont un véritable bagou. Malheureusement, celles qui vont en politique,
là, j'ai des réserves. Vraiment, allez, prenez soin de vous. C'est comme ça d'ailleurs que vous aimez cette émission. Les grandes gueules. Mohamed, on est à l'antenne encore, Mohamed Ali. Voilà. Voilà. Il fait toujours les choses à l'envers. Contresens. Il n'y a rien à faire. Merci à Mafata Sano. Grand merci à Alassane Diallo Papoutou. L'homme de nuit, il était là. Merci à vous tous au niveau de la régie. Grand merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission ici à la radio. 15h, Kernouma Duba vous attend là avec toute son équipe évidemment. Ça s'appelle Les Informés, les têtes brûlées autrement. Nous on se retrouve ce soir à 19h si Dieu le veut bien. Prenez soin de vous, les enfants sur Espace. Au revoir.